Bonjour, je suis Tao Dong au CNRS, donc je suis présidente de ce jury. Donc j'invite les membres du jury de se présenter. Donc, peut-être les deux rapporteurs d'abord. Antoine. Ouais. Donc je suis Antoine Girard, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire des signaux systèmes à Gif-sur-Yvette. Et donc, en raison des grèves, je participerai en visioconférence. Bonjour, donc je suis David Danet, je suis chercheur à l'INRIA, je m'occupe d'une équipe de recherche qui s'appelle Octus, une équipe de robotique. Et j'ai fait demi-tour dans l'avion, voilà. C'est un tout petit peu plus loin qu'Antoine. Bonjour, je m'appelle François Delany, je suis maître de conférence à l'Université d'Angers, au laboratoire ARIS. Je suis très intéressé par la robotique et par le calcul quantique. Alors, moi je suis Luc Jolin, j'ai co-encadré Thomas avec Damien Bassé et Benoît Vert. Et donc je suis enseignant ici en robotique et je fais aussi du calcul par exemple. Je suis Adèle Marquet, maître de conférence de la province occidentale et donc j'ai co-encadré Thomas, Benoît, et donc je suis essentiellement sur l'analyse technique de programme et méthode formelle. De côté, je suis professeur en robotique à l'Université d'Angers et comme je l'ai pu dire, mes collègues, j'ai co-encadré Thomas. 15 minutes. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci à tous d'être venus si nombreux. Alors rapidement, cette présentation de thèse va se scinder en 3 grandes parties. Je vais vous présenter le contexte qui a motivé ces travaux. On va regarder en détail la partie théorique, vraiment le cœur théorique de cette thèse. Et puis dans une 3e partie, on va regarder comment on peut appliquer ces résultats théoriques à un problème de robotique. Et puis quelques conclusions succinctes. Alors les motivations. Au début de cette thèse, on a fait le constat qu'en robotique marine, on avait de plus en plus besoin d'accomplir des missions sur de longues distances avec des longues durées de mission. Et dans l'idéal avec des robots qui coûtent pas très cher. Et ce dont les types de robots qu'on a aujourd'hui sont principalement, donc pour accomplir ce type d'émission, des voiliers autonomes. Donc typiquement, ils utilisent la force du vent pour se déplacer, donc ça procure une grande autonomie. Par contre, ils sont pas capables de voir ce qu'il y a sous l'eau. Quand on a des missions de type océanographie, où on a besoin d'avoir une idée de la température, par exemple, sur la colonne d'eau, on peut pas utiliser ce type de robot. Alors, pour pallier à ce problème, on a des robots de type torpille qui, eux, sont capables de descendre sous l'eau. Le problème, c'est qu'ils ont des grosses batteries, et donc c'est des missions d'assez courte durée, c'est-à-dire l'ordre de grandeur, c'est une journée. Alors si on veut quand même l'autonomie mais pouvoir descendre sous l'eau, on peut utiliser ce qu'on appelle des profilers océaniques. Donc eux, c'est des robots qui vont juste se déplacer à la verticale, c'est-à-dire qu'ils contrôlent leur position verticale et qui vont être capables de mesurer par exemple la température ou des constantes biochimiques. Aujourd'hui, il y en a à peu près 4000 qui sont répartis à la surface de l'océan et qui font des profils tous les jours de la colonne d'eau. Le problème de ces robots, c'est qu'ils contrôlent absolument pas leurs déplacements horizontaux, ils sont tributaires des courants. Et donc, une 4e solution, c'est d'utiliser plutôt des robots de type glider. Donc, c'est comme des avions, sauf que ils utilisent, ils ont des ailes dimensionnées pour être sous l'eau. Ils utilisent une sorte de portance sous l'eau. Et donc, ils montent et ils descendent, et ça leur permet d'avancer et de contrôler un peu leur trajectoire. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est pas hyper satisfaisant parce que à chaque fois on agit contre les courants. Et donc, ce qu'on s'est dit dans cette thèse, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser les courants comme force principale de propulsion d'un robot.
L'analogie qu'on peut faire, c'est quand dans l'espace, on utilise la gravitation des planètes pour parcourir de grandes distances. Donc on se fait attirer par la planète A, et puis à un certain moment, on va activer les propulseurs d'une sonde spatiale pour être attiré par une planète B, etc., pour parcourir de grandes distances. Est-ce que ce serait possible de faire la même chose avec des courants marins? Alors il y a plusieurs questions qui découlent de ce problème. La première, c'est est-ce qu'on est capable de trouver un chemin candidat? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de trouver une trajectoire dans un champ de courant, en sachant que, contrairement à tout ce qui est l'espace, on connaît beaucoup moins bien les cartes de courant. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et déjà, une première question, c'est est-ce qu'il existe un chemin? La deuxième grosse question, c'est si on trouve un chemin qui semble être candidat, est-ce qu'on est capable de garantir que, étant donné les incertitudes et les limitations du robot, est-ce qu'on va être capable de garantir que la mission peut bien se dérouler? Et la troisième question, c'est quel type de robot, quel nouveau type de robot peut accomplir ce type de mission? Alors juste pour vous donner une idée des cartes de courant qu'on a autour de Brest. Donc Brest est dans ce coin-là, là vous avez l'entrée avec le goulet de Brest, et c'est une zone, donc notamment autour de l'île de Ouessant, où vous avez parmi les plus forts courants marins en France. L'ordre de grandeur, là en rouge, c'est 4 mètres par seconde, donc c'est vraiment énorme. Et c'est vraiment toute la masse d'eau qui se déplace. Et ce qu'on voit autour de l'île de Ouessant, c'est que, à cause de la marée, les courants s'inversent. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on est capable de faire un cycle autour de Ouessant? Donc ça, c'est vraiment la question de départ de la thèse. Est-ce qu'on va être capable, dans un champ de vecteurs, donc dans un champ de courant, de réaliser un cycle? Alors juste pour vous donner une idée, si je lâche mes robots à l'ouest de Ouessant, et que je les fais juste dériver, qu'est-ce qui se passe? Donc sans propulsion. Alors ce qu'on voit, c'est que juste en intégrant dans le champ de vitesse de courant, il y a des trajectoires qui arrivent à faire le tour, et puis il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et les conditions initiales là pour la simulation, c'était une centaine de mètres. J'ai fait une grille avec une centaine de mètres entre chaque position initiale. Et ce qu'on voit, c'est que le système est extrêmement sensible à la condition initiale, avec un aspect un peu chaotique. Et donc, juste lâcher un robot dans les courants, c'est pas suffisant. Il faut qu'il puisse compenser à la fois les incertitudes sur le modèle et puis la sensibilité à la condition initiale. Donc pour ça, on a conçu depuis une feuille blanche un nouveau type de robot. Donc son mode de fonctionnement principal, c'est le flotteur océanique, c'est-à-dire qu'il doit être capable de se réguler dans la colonne d'eau, en Z, mais on lui a ajouté 2 propulseurs pour être capable de corriger localement sa trajectoire. Donc voilà, ils sont juste sur l'estrade, et il y en aura un autre tout à l'heure dans la piscine. Et avec ce type de robot, on a pensé aussi à un type de mission. Donc l'idée de la mission, c'est, dans le mode de fonctionnement principal, on reste entre 10 et 20 mètres de profondeur, on se régule à 10-20 mètres de profondeur, en maintenant une profondeur constante. Ça permet d'être dans la zone de validité des modèles. Et puis régulièrement, on remonte en surface pour corriger sa trajectoire. Donc voilà, par exemple ici, on s'est un peu écarté de la trajectoire idéale, qu'on souhaitait, pour un certain nombre de raisons, comme des incertitudes sur la carte de courant, et puis on va corriger avec du GNSS, donc du GPS, en surface. Alors pourquoi on fait ça? Principalement parce qu'on voulait une solution bas coût, et se localiser sur de grandes distances de manière précise, c'est très compliqué et ça coûte très cher sous l'eau. Donc on s'est dit, la solution de simplicité, c'est on remonte en surface. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a des besoins d'outils mathématiques pour garantir à la fois, à plusieurs niveaux, donc le fonctionnement du robot, vraiment l'algorithme, par exemple, de régulation, et puis à plus haut niveau, la mission. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est que on peut, avec les outils théoriques qu'on a développés, attaquer les problèmes à différents niveaux. Alors, classiquement, quand on parle de sécurité des systèmes robotiques ou d'une manière plus générale, il y a 2 grands types d'approches qui sont utilisées, soit une approche dite eulérienne, soit une approche dite lagrangienne. Donc quand on est dans une approche lagrangienne, on a une trajectoire et ce qu'on va regarder, c'est on va intégrer dans le temps une trajectoire. Et donc là, il y a toutes les méthodes d'intégration garantie qu'on peut mettre en œuvre. Sur les techniques dites eulériennes, ça va être plutôt des techniques globales sur notre champ de vecteurs, où on va prouver des propriétés avec quasiment une analyse géométrique. Donc toutes les méthodes de Lyapunov, par exemple, c'est des méthodes eulériennes. Donc si je représente mon robot dans son espace d'état, donc il décrit l'état du robot, on va pouvoir trouver donc plusieurs chemins dans cet espace d'état. Donc par exemple, je vous ai représenté 2 chemins, un en bleu, un en orange. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une condition initiale et puis
le chemin, ça correspond à la trace de la trajectoire. C'est-à-dire que j'intègre jusqu'à l'infini en temps. Alors, il y a différentes propriétés qu'on aimerait bien prouver sur ces chemins. Par exemple, qu'on ne va pas rentrer en collision, par exemple avec l'île de Ouessant, qu'on peut représenter en rouge ici, donc un ensemble à éviter. Et puis, on a envie, par exemple, que notre robot démarre d'un ensemble A et passe par un ensemble B. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des types de chemins qui sont un peu différents, qui font des cycles. Et ça, c'est des chemins qui vont nous intéresser par la suite. On va en particulier regarder des chemins qui font des cycles ou qui ont des propriétés un peu particulières. Et donc, avec cette analyse, on voit qu'on a besoin d'outils à la fois pour manipuler des ensembles de chemins, et puis des outils pour vérifier si ce chemin respecte un certain nombre de contraintes. Comment on peut être capable de dire qu'un chemin évite un ensemble, ou un chemin démarre d'un ensemble. Alors, on va regarder donc en particulier ces chemins qui font des cycles, et s'intéresser donc à l'encadrement de plus grands invariants positifs. Donc je vais vous définir à quoi ça correspond. Donc classiquement, quand on a un système robotique, on peut le modéliser par donc un système dynamique, donc soit de la forme x' égale f de x, soit de la forme x' égale f de x avec une entrée u. Donc dans le premier cas, ça va être plutôt un système où, par exemple, on connaît la loi de commande. Et puis, dans le deuxième cas, ce qui nous intéresse, c'est le système en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, les performances du système, étant donné les entrées qu'on peut lui mettre. On peut aussi définir donc ce qu'on appelle la flow map, qui est, donc, étant donné une condition initiale x0, la flow map nous donne, donc c'est une fonction qui nous donne, à l'instant t, étant donné la condition x0, l'état du système. Donc un petit exemple, le système de Van der Pol, donc qui est assez connu, c'est un système avec des équations assez simples et qui a une propriété assez intéressante. Donc si je prends plusieurs conditions initiales, et puis là j'adopte, donc juste pour cet exemple, une approche lagrangienne, donc je vais avoir l'évolution des conditions initiales dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des conditions initiales, donc la trajectoire vient converger vers un cycle. Voilà, et puis qui est un cycle stable. Donc nous, on ne va pas adopter une approche lagrangienne dans la suite de ces travaux, mais plutôt une approche eulérienne, d'analyse du champ de vecteurs. Et donc ça, on le voit, si on passe sur le champ de vecteurs, on voit bien, alors géométriquement, là, pour le moment, que peu importe la condition initiale qu'on prend dans l'espace d'état, on va venir converger vers ce cycle en orange. Alors, presque partout, sauf si on prend la condition initiale qui est le point au milieu, qui est un point d'équilibre, bon, qui est instable, mais si numériquement on a pile ce point central, on restera dessus. Alors, donc on va s'intéresser à ce cycle. Alors il a une propriété intéressante, ce cycle, c'est qu'il est positivement invariant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un ensemble est positivement invariant. Si je prends une condition initiale à l'intérieur de cet ensemble, le chemin qui résulte de cette condition initiale va rester dans cet ensemble. Donc en particulier, la propriété qu'on a, c'est que sur les frontières de cet ensemble, le champ de vecteurs est rentrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'échapper de cet ensemble-là. Et ça, c'est assez intéressant d'étudier ce type de propriété pour des questions de stabilité de système. C'est-à-dire qu'on va être capable de garantir que le système reste dans un certain ensemble. Alors si on regarde ce qui se passe sur le système de Van der Pol, donc le point central est un ensemble invariant, c'est-à-dire si on est sur le point central, on reste sur le point central. Le cycle est aussi un ensemble positivement invariant. On a l'intérieur du cycle, et puis on va être capable de faire des unions aussi entre le cycle et l'intérieur, parce que les ensembles positivement invariants ont une structure de treillis. C'est-à-dire si je fais l'union entre le cycle et l'intérieur, j'ai aussi un ensemble invariant. Et évidemment, l'espace entier est aussi un ensemble invariant. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas seulement les ensembles invariants, mais ça va être le plus grand positivement invariant dans un ensemble, donc inclus dans un ensemble. Donc, si je prends un ensemble X, le positivement invariant, parce qu'on a une structure de treillis, je peux le définir comme l'union de tous les positivement invariants dans l'ensemble. Donc, c'est le plus grand inclus dans X. Voilà, et c'est cet ensemble qu'on va essayer de calculer dans la suite de cette présentation. Alors, l'avantage du positivement invariant, et c'est vraiment une brique de base sur laquelle après on peut construire d'autres types d'ensembles, c'est qu'on peut définir donc le négativement invariant à partir du positivement invariant, et on peut définir le positivement et le négativement invariant à partir du positivement invariant. Donc le négativement invariant, ça revient finalement à regarder
le temps s'écouler dans l'autre sens, c'est-à-dire de voir d'où provient le chemin. Alors ça, c'était le cas où on avait un système de la forme x point égale f de x. Maintenant, si on a une entrée, c'est-à-dire qu'on a le choix dans l'entrée du système, on peut finalement étendre, ou d'une certaine manière étendre les ensembles positivement invariants à ce qu'on appelle les ensembles viables. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est j'ai une condition initiale x0, et je dois montrer que donc, cette condition initiale, cet ensemble est un ensemble positivement invariant si, quelle que soit la condition initiale x0, il existe une commande, c'est-à-dire que je peux avoir un ensemble de commandes tel que je reste à l'intérieur du positivement invariant, de l'ensemble viable. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que on peut faire un choix de commande, donc on peut sortir de cet ensemble, mais il existe au moins une commande qui permet de rester dans cet ensemble. Voilà. Et de la même manière, on peut définir l'ensemble viable à partir d'une union d'ensembles positivement invariants. Alors, une des problèmes avec tous ces ensembles, et comme nous, on a utilisé plutôt une approche numérique, de calcul numérique, c'est que ces ensembles, ils sont pas, la plupart du temps, pas représentables dans un ordinateur. Donc c'est le cas, par exemple, les chemins sont pas représentables dans un ordinateur, les ensembles de Rn sont pas représentables, parce qu'un ordinateur, ça a une mémoire finie, et on peut pas représenter des objets qui peuvent avoir, comme les chemins, une dimension infinie. Enfin, travailler dans un espace de dimension infinie. Donc pour ça, il y a une communauté qui, dans les années à peu près 70, donc l'interprétation abstraite, s'est intéressée à ces questions, c'est-à-dire comment on pouvait représenter ces ensembles et avoir une sorte d'équivalent qu'on peut représenter en machine. Et quelles sont les conditions sur cet objet qu'on va dire abstrait. Donc ils ont étudié plusieurs types d'abstraction. Alors juste un petit point, quand on parle d'abstraction par rapport à une approximation, classiquement, dans un ordinateur, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on a un réel, x, et on veut le représenter dans un ordinateur. Le problème, c'est que l'ordinateur, il a qu'un nombre fini de valeurs qu'on peut utiliser, donc les flottants, et donc on va approximer notre réel par un flottant. Et la plupart du temps, on s'intéresse pas trop à l'erreur, mais on en commet une. Et donc, ça peut faire... ça peut donner, et la plupart du temps, ça donne des résultats faux si on ne fait pas attention à cette erreur. Quand on parle d'abstraction, on va remplacer notre réel, donc par exemple dans ce cas-là par des bornes, et on va faire les calculs sur les bornes de manière à garantir que le calcul qu'on aurait fait sur x reste borné dans notre domaine abstrait. Et donc l'interprétation abstraite s'intéresse au lien qu'il y a entre l'abstraction et puis l'objet initial, de manière à ce que quand on fait les calculs sur l'abstraction, on ait une représentation correcte de ce qui se serait passé sur le nombre, par exemple le nombre réel. Alors un petit exemple, si j'ai un ensemble de Rn, donc là qui est mon ensemble X, je peux l'abstraire par une boîte, c'est ce qu'on fait classiquement en intervalle, où on va représenter les bornes de cet intervalle. Donc ça c'est dans le domaine de mon objet initial, et puis ça c'est dans le domaine abstrait. Et puis les bornes ici on peut les représenter par des flottants par exemple. Ce qu'on voit, c'est que quand on fait cette abstraction, par définition, il y a de la perte d'information, c'est-à-dire qu'on rajoute des bouts là de l'ensemble qui n'y étaient pas. Donc on commet on a une perte d'information, et l'idée c'est quand même de choisir le domaine abstrait qui minimise cette perte d'information. Donc il y a un enjeu entre minimiser finalement l'erreur d'approximation, et puis l'erreur d'abstraction, et puis avoir un domaine abstrait qui est suffisamment simple pour être efficace en machine, c'est-à-dire qu'on puisse calculer efficacement avec. Donc nous, dans notre problème, si on s'intéresse à représenter des ensembles invariants, de la même manière qu'ici on a deux bornes, on va devoir trouver deux bornes à cet ensemble invariant, parce que la plupart du temps, il n'est pas représentable en machine. Donc on va s'intéresser à la question, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on choisisse comme domaine abstrait pour S- et S+. Si S, c'est mon ensemble positivement invariant. Voilà, donc mon problème, c'est de faire un encadrement du plus grand invariant positif, donc inclus dans l'ensemble X, et donc de choisir le bon domaine abstrait. Alors, quelques définitions. Donc le positivement invariant, c'est un ensemble qui est dans Rn. Ce qui se passe, c'est que nous, on travaille plutôt avec des chemins qui sont dans l'espace des chemins. Donc on va dire qu'un chemin est valide s'il est faisable, c'est-à-dire si les solutions de mon équation différentielle x' égale f de x, et si tous ces points appartiennent à x. Donc ça, c'est la définition d'un chemin qui est positivement invariant. Alors, à gauche, j'ai mon espace des chemins. À droite, j'ai mon espace d'état. Donc chaque point dans l'espace des chemins correspond
a une condition initiale et un chemin dans l'espace d'état. Alors un petit exemple, si je prends le point 1 ici, donc j'ai une condition initiale et puis un chemin. Alors ce qu'on voit ici, c'est que comme le chemin se croise, il n'est pas solution de l'équation différentielle. Donc ce chemin appartient bien à x, mais par contre, il n'est pas faisable. Alors je peux prendre trois autres chemins. Donc par exemple le point 2, donc lui c'est un point d'équilibre, par exemple stable. Donc il est à la fois dans S et puis il vérifie l'équation différentielle. Le 3 c'est un cycle. Et puis le 4, on part d'une condition initiale et on reste dans S. Donc tout cela ils sont valides. Et puis on peut aussi avoir un chemin qui est faisable, mais qui ne reste pas dans X. Voilà. Donc c'est les différences. Donc mes contraintes pour avoir des chemins qui sont positivement invariants, c'est des contraintes qu'on a exprimées dans l'espace des chemins, mais on a une abstraction, c'est-à-dire une projection dans l'espace d'état. Voilà. Et donc nous, on va calculer dans l'espace d'état, mais nos contraintes, elles sont bien exprimées dans l'espace des chemins. Alors, classiquement, quand on a un problème de ce type, on peut utiliser le framework des réseaux de contraintes. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on va chercher donc notre ensemble S solutions, donc les positivement invariants, enfin, les plus grands positivement invariants inclus dans un ensemble. Nos variables, ça va être les chemins qui sont faisables. La contrainte, c'est le chemin doit être valide. Et le domaine, eh ben, ça reste à définir. Et dans l'analyse de la littérature qu'on a faite, on n'a pas trouvé, alors on n'a peut-être pas assez bien cherché, mais on n'a pas trouvé de domaine qui permettait de facilement abstraire des ensembles de chemins. Donc voilà, ce sera l'objectif des slides suivants. Donc on a deux du coup constraintes network à trouver, donc un pour S-, un pour S+. Alors je vais d'abord vous illustrer le S+. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un certain nombre d'opérateurs sur les domaines, donc des contracteurs ou des inflateurs, pour faire converger les domaines vers notre ensemble S. C'est-à-dire qu'on va, donc par exemple, alors je vais raconter ça après, mais on va partir d'un ensemble S+, qui va être un peu plus grand, et puis on va essayer de réduire, c'est-à-dire d'enlever des bouts de domaines qui ne sont pas solutions, pour avoir un domaine qui colle plus à S+. Alors une petite convention de couleur qu'on adoptera dans le reste de cette présentation. Donc tous les bouts de domaine qui ont été prouvés comme étant à l'extérieur de mes contraintes seront en bleu. À l'intérieur, donc complètement à l'intérieur, ce sera en magenta. Et puis quand on ne sait pas, quand on est sur la frontière, ce sera en jaune. Donc si vous avez suivi, le S+, ce sera l'union du magenta et du jaune. C'est-à-dire toutes les zones où on est sûr, plus toutes les zones où on ne sait pas. Et le S-, ce sera en magenta. Alors un petit exemple pour l'extérieur. Donc là, je vais partir avec un ensemble X0, donc qui est l'état initial de mon domaine, et puis S, ça va être l'ensemble vers lequel je veux converger, donc qui n'est pas représentable en machine. Et je vais contracter X0 progressivement pour enlever tout ce qui n'est pas dans S. Et ce que vous voyez, c'est qu'à chaque étape, j'ai une surapproximation de mon ensemble S. Donc ça, c'est vraiment important quand on calcule une approximation extérieure dans les algorithmes qu'on va utiliser. À chaque étape, j'ai une surapproximation. Pour l'intérieur, on va adopter une approche un peu différente. Donc j'ai un ensemble X0, et la stratégie ici, ça va être d'ajouter dans X0, donc ça va être un constraint network complémentaire, ça va être d'ajouter dans X0 tout ce qui n'est pas dans S, systématiquement. Donc là, je vais rajouter tout ce qui n'est pas dans S, et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'il reste des bouts encore à rajouter en blanc, donc je vais tout rajouter, quitte à même rajouter des choses qui sont dans S. Et une fois que je ne peux plus rien rajouter en plus, je peux conclure que je suis dans l'intérieur. Alors, maintenant on va regarder comment on peut définir un nouveau domaine abstrait pour manipuler des ensembles de chemins, qui est vraiment le cœur de la thèse. Donc on va définir ce qu'on appelle un maze ou un labyrinthe en français. Donc le maze est composé d'un sous-pavage ou d'un pavage de mon espace d'état. Donc vous voyez, il y a des boîtes X1, X2, X3, X4, X5, et puis d'un ensemble de portes. Alors les portes, c'est ce que vous voyez entre les murs. Donc les murs sont en marron, et puis les portes, c'est ce qui permet de passer d'une boîte à l'autre. Alors les portes, elles sont donc inclus dans l'intersection entre deux boîtes, et donc de dimension n-1. Et pour la porte, on choisit un domaine abstrait, donc par exemple une boîte, un polytone. Alors, les portes, juste parce que ça peut être un peu subtil, sur X3 par exemple, on a deux intersections, donc entre X3 et X4, et puis entre X5 et X3. Donc là, on a bien deux portes, D7 et D5. Et puis sur le bord ici, alors là, je vous ai représenté, je ne vais pas représenter tout le pavage de mon ensemble Rn, parce que c'est un peu difficile. Et donc, on voit bien que là, sur les bords, il y a bien deux portes, même si elles peuvent se toucher. Voilà. Et donc, comme domaine abstrait, la plupart du temps, on choisira un polytope convexe.
Et donc on va appeler une route. La route, ça va être l'association d'une boîte avec l'union, au sens ensembliste, de toutes les portes. Donc par exemple, D1, ça va être l'union de D3, D1, D2, et ça va former la route X1, D1. Voilà, et puis on peut définir aussi les murs par le complémentaire. Alors, encore une définition. On va définir donc ce qu'on appelle conv de D, le polytope convexe, donc qui est l'union de toutes les portes. Donc par exemple, là vous avez conv de D. Donc il y a conv de D ici, D2, conv de D3, conv de D4, etc. Et on va dire qu'un chemin appartient à mon maze s'il passe par les portes, et puis sa condition initiale est à l'intérieur de la zone jaune. Voilà, alors, il se trouve que les mazes ont aussi une structure de treillis, si on choisit correctement l'inclusion. Et donc ça nous donne des propriétés sur la convergence des algorithmes. Voilà, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on va regarder comment on peut lier donc le maze avec le système dynamique. Donc le maze, c'est vraiment notre domaine abstrait pour notre constraint network. Et puis, comment finalement on peut exprimer la contrainte du système dynamique. Donc on va dire qu'une route est d'ordre consistant avec le système S si pour tous les chemins qui sont consistants avec les portes et consistants avec l'équation différentielle, on reste à l'intérieur de conv de D. Alors un petit exemple. Donc je vous ai tracé plusieurs mazes. Sur celui de gauche, donc ce qu'on voit, toutes les trajectoires ici que j'ai représentées sont consistants avec l'équation différentielle. Et puis on a des trajectoires bleues ici qui ne sont pas consistantes avec les portes. Donc celles-là, de toute façon, elles ne nous intéressent pas. Ce qu'il faut regarder, c'est celles qui sont en orange. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on a donc par exemple pour celle-ci, on a une porte qui est, un chemin qui part d'une porte et qui arrive sur une autre porte. Donc ça, c'est bon, ça vérifie. Et puis il reste bien à l'intérieur de conv de D. Par contre, le chemin qui est au-dessus, lui, c'est la même chose, mais il sort de conv de D. Donc ce maze n'est pas d'ordre consistant. Sur les exemples de droite, donc celui-ci, tout se passe bien, c'est-à-dire que peu importe la condition initiale qu'on choisit à l'entrée, on va rester dans conv de D. Et puis les deux autres à droite aussi. Alors ce qu'on voit, c'est que les portes, on peut être plus ou moins précis dans l'abstraction des chemins qu'on fait. Par exemple ici, c'est exactement les mêmes portes et les mêmes chemins, mais ce qu'on voit, c'est que on a rajouté un peu de portes en plus qu'on ne serait pas obligé d'avoir. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien contracter ce maze ici en celui-là. L'information serait la même. Voilà, donc ça c'est pour la d'ordre consistency. Et donc dans les opérateurs qu'on va appliquer finalement pour réduire la taille des portes, on restera à chaque fois d'ordre consistant. On s'oblige à rester d'ordre consistant pour qu'il y ait une représentation correcte des chemins. Voilà, donc ça c'est pour le lien entre le maze et le système dynamique. Et le système dynamique, on peut aussi l'abstraire à l'intérieur de chaque boîte. Donc si j'ai mon champ de vecteur qui est ici, je peux représenter mon champ de vecteur par un cône, qui est l'union de tous les champs de vecteurs, donc tous les vecteurs qui sont dans la boîte. Et ça, c'est assez pratique parce que si on connaît la condition initiale là, du chemin, on est capable de savoir par où il sort le chemin, mais de manière purement géométrique. C'est-à-dire que dans notre approche, on ne va jamais intégrer, en fonction du temps, le chemin. Ça va être purement géométrique. On est capable de faire projeter le cône et faire l'intersection entre le cône et puis la boîte. Et on va voir par où sort le chemin. Voilà. Alors, notre problème, ça va être donc de trouver deux mazes, donc tel que on va avoir un encadrement de l'invariant, du plus grand invariant positif inclus dans X. Alors, pour calculer l'extérieur, donc la même approche que tout à l'heure avec les contracteurs, on va enlever tous les chemins donc d'aide qui sont en cul-de-sac, c'est-à-dire qui mènent à l'extérieur de X, en gardant systématiquement tous les chemins valides. Donc un petit exemple. J'ai représenté un graphe, donc les nœuds, c'est les portes, et puis quand il y a un lien entre deux portes, c'est que le chemin peut passer d'une porte à l'autre. Donc ce qu'on voit, c'est que notre ensemble S ici, il n'est pas représentable directement par notre maze, et puis la première chose qu'on va faire, c'est que toutes les portes qui sont à l'extérieur de X, on les met en bleu, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'extérieur, c'est des chemins cul-de-sac. Et puis on va repropager cette information jusqu'à obtenir une surapproximation de S. Voilà, donc là on a une surapproximation. Dans le cas de l'intérieur, donc on va adopter la même stratégie que tout à l'heure avec l'inflation. On va ajouter tous les chemins
en cul-de-sac et on passera au complémentaire pour avoir l'intérieur. Donc de la même manière, tout ce qui est à l'extérieur de X est considéré comme solution. Donc j'ajoute en jaune les chemins en cul-de-sac et puis je vais propager l'information à l'intérieur en ajoutant systématiquement tous les chemins en cul-de-sac, quitte même à ajouter des bouts de solution. Et quand on passera au complémentaire, on peut donc prouver qu'on est à l'intérieur de S. Alors comment ça se passe vraiment au niveau de chaque porte? Donc là, je vous ai présenté donc un bout de mail. Ce qui va se passer, c'est donc on abstrait notre champ de vecteur par un cône, et puis je vais avoir un événement extérieur, donc qui vient de l'extérieur, qui va venir contracter une porte. On propage les contraintes, et puis à un moment, ça contracte la porte. Et donc il va falloir répercuter cette information sur les portes en bas à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur l'ensemble des états, donc l'ensemble des portes qui sont ouvertes, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe une possibilité d'avoir un chemin qui part de A et qui sort. Donc là, oui, c'est le cas, donc là, on n'a pas le droit de contracter la porte. Par contre, pour B, ce qu'on voit, c'est que quoi qu'il arrive, si on part d'ici, on finira dans un mur. Donc ce point B, on peut le retirer et contracter les portes. Voilà, ça c'est vraiment le fonctionnement de base, et ça c'est purement géométrique. Pour l'intérieur, donc c'est un peu différent. On va avoir un processus donc d'inflation. Donc il y a un événement extérieur qui vient donc en fait contracter les murs, agrandir les portes. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une trajectoire qui finalement va sortir, qui va être un cul-de-sac. Donc là on fait une surapproximation des chemins en cul-de-sac. Donc là typiquement le point A en jaune ici, il y a une possibilité qui sorte. Donc il faut le rajouter. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est que la condition d'arrêt de cet algorithme, c'est quand on aura ajouté tous les chemins en cul-de-sac, ce qui restera, donc par exemple la zone en grise, si on prouve donc que c'est de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas ajouté, on voit que le champ de vecteur il est rentrant à l'intérieur. Donc on aura l'intérieur, c'est-à-dire la zone en magenta, sera un invariant positif. Ce ne sera pas le plus grand, mais ce sera un invariant positif. Parce que la condition d'arrêt, c'est d'avoir ajouté tous les chemins en cul-de-sac. Et ça, c'était une condition qui était dans l'espace des chemins. Et donc, on a une abstraction dans l'espace d'état. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'algorithme? Donc, si je prends mon approximation extérieure, donc ça, c'est la condition initiale, c'est-à-dire mon ensemble x0, et puis, je vais venir contracter progressivement pour obtenir une approximation extérieure. Voilà. Et une fois que ça a fini de converger, ou à chaque étape, ici, dans le cas de l'approximation extérieure, j'ai bien une approximation extérieure de mon ensemble. C'est-à-dire je peux m'arrêter quand je veux, j'ai tout le temps une approximation extérieure. Dans le cas de l'intérieur, on gonfle, donc on part d'une solution où tout est en bleu, on vient gonfler. Et une fois qu'on ne peut plus gonfler, et donc là il faut bien atteindre le point fixe, on prouve que l'intérieur, ce qu'on n'a pas colorié, fait partie de l'intérieur. Et donc là le champ de vecteur est rentrant dans la zone magenta. Alors maintenant on peut combiner les deux, c'est-à-dire qu'on va combiner à la fois le point fixe de l'intérieur et le point fixe de l'extérieur, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bisecter que les zones qui sont incertaines, à la fois pour l'intérieur et l'extérieur. Donc ce que ça donne, je bisecte le pavage, et progressivement, donc c'est à chaque fois je vous affiche le résultat des deux étapes précédentes, c'est-à-dire à la fin, une fois que ça a convergé, on va venir obtenir donc un encadrement finalement de mon plus grand invariant positif inclus dans la boîte X. Donc ici la boîte X c'est moins 3,3, enfin mon ensemble X c'est moins 3,3, moins 3,3. Voilà, alors les avantages de l'approche, c'est qu'on a une approche assez générique pour des systèmes non linéaires, donc il y a besoin de peu de paramètres. Et puis, ce qu'on a montré également dans le manuscrit, c'est qu'on peut étendre ces résultats au calcul d'ensemble viable et un certain nombre d'autres problèmes, typiquement le forward reachable set, le bassin de capture, etc. Donc tout ça construit à la base du calcul du positionnement invariant. Alors il y a évidemment des désavantages. On a une complexité qui est exponentielle avec la dimension, donc on est obligé de se limiter à des systèmes de faible dimension. Et puis quand on passe dans des systèmes, donc même à partir de la dimension 3, on est obligé d'utiliser des polytopes pour les portes. Donc là, ce que vous avez vu en 2D, c'est qu'on peut avoir des intervalles sur les portes. À partir de la dimension 3, on est obligé d'avoir des polytopes. Et donc ça, c'est des bibliothèques de calcul qui demandent, qui sont assez coûteuses en temps de calcul et en mémoire. Donc on va voir maintenant comment on peut appliquer ces résultats à un problème de robotique. Donc ça, c'est vraiment la partie robotique pure. Et donc, du coup, à la construction d'un nouveau système, d'un nouveau robot hybride. Voilà, et on va utiliser donc du coup des ensembles viables. Alors,
d'une manière très rapide le fonctionnement d'un flotteur. Donc j'ai un flotteur ici qui est à une immersion de 50 cm. Et ce que je vais faire, c'est que donc, si je laisse le flotteur comme ça, il est stable. Maintenant, si je sors le piston, ça va augmenter son volume, sa densité va diminuer par rapport à l'eau, donc il va remonter. Et si je rentre le piston, sa densité va augmenter, c'est-à-dire que je serai plus dense que l'eau, et je vais finir par couler. Donc ce qu'on voit, c'est que par contre, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on a un système avec un effet de double intégrateur, et donc pour notamment faire la loi de commande, c'est un peu compliqué. Il faut, voilà, il y a un peu de temps à passer. Voilà, toutes les approches du type PID pour de la régulation vont pas très bien fonctionner. Alors, comment on modélise ce système? Donc c'est assez simple, hein. On a donc la force d'Archimède liée au volume du piston, et puis on va avoir une force de frottement. Donc ce qu'on va supposer, nous, c'est que le flotteur est à l'équilibre quand le volume de piston égale 0, c'est juste une question de référence, et puis que le volume du piston, il est limité physiquement. Donc on aboutit à un système dynamique où on a donc notre entrée, et ça c'est donc qui est directement lié à la force à la poussée d'Archimède, et puis on va avoir les frottements. Alors ce qui se passe, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, c'est que le flotteur il va se comprimer. Voilà, et ce que vous voyez, c'est que à partir d'une certaine profondeur, on va avoir une égalité entre le volume qu'on a perdu lié à la compression et puis le volume de piston maximum qu'on peut sortir. Et donc il y a un moment où on ne pourra pas descendre plus bas, parce que si on descend plus bas, soit on coule, parce qu'on n'est plus capable de compenser, soit on va rester à cette profondeur. Alors comment ça se modélise ça? Assez simplement, on rajoute un terme qui nous donne une équivalent de perte de volume par mètre de profondeur en fonction d'un coefficient qui. Voilà. Alors, ce coefficient qui, il peut être positif ou négatif. Alors pourquoi? Donc je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qui se passe sur les courbes dans l'espace d'état, donc sans compressibilité. Je suis à l'équilibre, je rentre le piston, donc je suis plus dense que l'eau, et donc ma vitesse augmente, la profondeur augmente, et puis assez rapidement je vais atteindre voilà, une vitesse maximum parce que j'ai mes forces de frottement qui vont compenser la poussée d'Archimède. Dans le cas d'un flotteur, plus compressible, ce qui se passe, c'est que on a l'eau qui va aussi se compresser. Donc ça va avoir un impact. Ce qui va compter, c'est est-ce qu'on se comprime plus rapidement ou moins rapidement que l'eau. Donc là, j'ai mon volume d'eau. Si je prends un volume d'eau à la surface, je le descends. Sa masse va rester la même, mais il va occuper un volume qui va être de plus en plus petit. S'il y a un flotteur qui est donc plus compressible que l'eau de mer, donc qui positif, je prends mon flotteur, il est à l'équilibre à la masse d'eau, je le descends un peu. Ce qui va se passer, c'est que son volume va avoir diminué plus rapidement que l'eau de mer. Et donc, il va finir par couler. C'est-à-dire que sa densité va être en permanence plus faible, et puis il va couler si on fait rien, il finit au fond. Dans le cas où je suis moins compressible que l'eau, ce qui se passe, c'est que si je me décale légèrement en profondeur, je vais avoir une densité qui va être plus faible, parce que mon volume va être plus grand, et donc j'ai un système qui va être stable. C'est-à-dire que je vais revenir à ma position d'équilibre. Donc quand on a un système moins compressible, on est stable. Quand on a un système plus compressible, on est instable. Alors il se trouve que notre flotteur Baku en plastique est beaucoup plus compressible que l'eau de mer. Et donc on est complètement instable. Et donc ce qui nous a entre autres obligé à avoir une loi de régulation qui est assez performante, parce que sinon on n'arrive pas à se réguler. Alors qu'est-ce que ça donne si on a la compressibilité en plus qui joue? Ce qu'on voit, c'est que finalement la vitesse continue d'augmenter, parce que plus on descend, plus on a un équivalent on perd du volume, et donc plus la poussée d'Archimède est importante. Et donc ça augmente jusqu'à la rupture du flotteur mécanique. Alors, hop. Donc maintenant, ce qu'on va calculer, c'est l'ensemble, le plus grand ensemble positivement viable, inclus dans X. Donc là, on a pris des grandes bornes en termes de profondeur, et puis des grandes bornes en termes de vitesse pour voir ce qui se passe. Et puis on va supposer que notre commande est bornée. Alors, ce qu'on obtient, c'est cet ensemble-là. Donc, on s'attendait déjà à avoir une zone bleue, c'est-à-dire à l'extérieur, parce qu'il y a une certaine profondeur à partir de laquelle on est sûr de couler. Donc ça, c'est toute la zone qui est ici. On voit qu'il y a une profondeur limite. Si on dépasse cette profondeur limite, on est sûr de sortir de X. Ici, j'ai représenté un point à 0, 0, donc qui est le point d'équilibre du flotteur. Par convention, on va le mettre à 0 en profondeur, mais on pourrait très bien dire que le flotteur est à l'équilibre à 5 mètres de profondeur. C'est juste la position telle que quand le volume du piston est égal à 0, qui est purement une référence, on est à l'équilibre.
Donc évidemment, j'ai représenté des profondeurs négatives. Bon, c'était déjà pour avoir la symétrie de la figure, mais c'est pour comprendre si on avait mis la position d'équilibre à 5 mètres, peut-être qu'on aurait eu des problèmes en surface. La plupart du temps, on enlèvera toute cette zone au-delà, à profondeur négative, et nous, on commence au 0 mètre. Alors, si je simule ce qui se passe à partir de ce point-là dans l'ensemble, plus grand ensemble positivement viable, donc même type de courbe que tout à l'heure, la vitesse augmente, et puis si je ne fais rien avant de traverser la frontière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je finis par sortir de l'ensemble. Voilà. Par contre, si juste avant de passer la frontière, j'avais complètement sorti le piston, je suis capable de rester dans la zone magenta, ce qui est l'objectif de ce type d'ensemble, et puis de montrer qu'on peut rester dans cette zone-là. Voilà. Donc vraiment, la frontière, ça c'est une frontière dite dure, c'est-à-dire on la passe, c'est fini. Alors maintenant, si j'avais représenté une autre trajectoire, donc qui commence un peu plus haut, là c'est le cas où je suis à 0 mètre de profondeur, et puis je donne une grosse impulsion sur mon flotteur, c'est-à-dire une impulsion extérieure. Ce qui va se passer, c'est que finalement l'énergie que je lui ai communiquée va petit à petit se résorber dans les frottements, et puis je vais retrouver la courbe d'équilibre entre les forces de frottement et la poussée d'Archimède. Donc ce qu'on voit, c'est que tous les points ici n'ont pas le même statut. Il y a des endroits dans l'espace d'état qu'on va être capable de revenir visiter, et puis des endroits où, comme la position initiale ici, le flotteur, par lui-même, il ne pourra pas y revenir. Et donc pour voir cette différence, ce qu'on va calculer, c'est l'ensemble positivement et négativement viable. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va enlever tous les chemins qui proviennent de positions dans l'espace d'état qui sont pas atteignables juste par le modèle de notre flotteur. Donc voilà, ça donne ça. Donc on voit, il y a bien deux types de frontières différentes. Une frontière ici qui est finalement une frontière physique, c'est-à-dire que le flotteur de lui-même par son modèle peut pas avoir suffisamment d'énergie pour monter en vitesse. Et puis une frontière dite une frontière dure ici, qu'il ne faut pas dépasser, sinon on finit par couler. Alors qu'est-ce que ça donne dans la piscine? Donc ça c'est la piscine de l'Est-à-Bretagne, et puis il y a le flotteur, donc c'est un des trois flotteurs qui est ici. Donc ce qu'on voit, c'est que donc au début il va progressivement couler, et donc ce que je vous expliquerai après, il y a un filtre qui va estimer un certain nombre de paramètres qu'on ne connaît pas, comme la densité de l'eau ou le facteur de compressibilité qu'on ne connaît pas précisément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir me stabiliser à 1 mètre de profondeur. Alors la vidéo va s'accélérer à x100. Ce que vous voyez, c'est que le flotteur il bouge. À aucun moment je n'utilise de propulseur. En fait, il y a des courants de convection dans la piscine, on le voit à la surface ici, qui font qu'on peut quasiment décrire un cycle dans la piscine. Donc, ici, hop, je redescends à 1,50 m, et en fait ça repart dans l'autre sens. Il y a probablement un tourbillon dans la piscine qui sera étudié. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que la régulation est assez stable, c'est-à-dire qu'en termes de précision de régulation, on est à quelques millimètres sous l'eau, ce qui est assez performant par rapport au système actuel. Voilà. Et puis la remontée en surface. Donc là, on va atteindre la surface. On passe dans une dynamique un peu différente quand on est à l'interface. Voilà, alors comment ça fonctionne très rapidement. Donc on a une commande par bouclage linéarisant qui est basée sur un modèle. Ce modèle, il faut l'alimenter avec un certain nombre de paramètres, et ça c'est le rôle d'un filtre de Kalman qui, dans les premières minutes, quand on commence à descendre, va estimer notamment le volume de piston tel qu'on soit à l'équilibre, c'est-à-dire quel volume il faut mettre au piston pour que le flotteur reste stable, et puis le facteur de compressibilité. Voilà. Et donc ça, comme on est dans un environnement qui est assez incertain, donc il peut y avoir des variations de densité ou des variations de température qui ont des influences sur la dynamique du flotteur, c'est absolument nécessaire d'avoir l'estimation de ces paramètres. Alors si maintenant je trace ce qui s'est passé dans la piscine sur notre noyau de viabilité, donc ce qu'on voit, c'est qu'évidemment on n'a pas atteint 70 mètres parce que notre piscine ne fait pas 70 mètres. On voit donc dans l'espace d'état, on avait 3 consignes, 0 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50, et ce qu'on voit, c'est que le flotteur est venu à chaque fois attaquer, donc se réguler autour de cette position. Là, le petit décroché que vous voyez au début, c'est le temps qu'il estime ses paramètres, donc avec le fil de Kalman. Et puis à la fin, on a sorti le piston complètement, donc évidemment la vitesse augmente de manière importante. Alors le problème avec ce noyau de viabilité, c'est que finalement, si on passe la frontière, c'est trop tard. Le problème, c'est que c'est une frontière dure, et donc l'énorme avantage, c'est qu'on peut prédire ce qui va se passer. C'est-à-dire que à l'avance, si on fait l'analogie avec deux bateaux qui sont sur une trajectoire convergente, à l'avance, on peut savoir qu'il va y avoir un problème et qu'ils vont forcément se rentrer dedans. Ça peut être le cas pour des avions ou pour des voitures autonomes. Le problème, c'est qu'on aimerait bien se dire, avant qu'il y ait un problème, on puisse réagir. C'est-à-dire qu'on puisse
prendre des mesures pour éviter de sortir d'une invalidité. Donc ce qu'on va définir, c'est finalement des inclusions à la fois d'ensemble, donc X et donc des inclusions différentielles et puis des inclusions d'ensemble. Donc on va créer des paires d'ensemble, donc par exemple X1, F1, qui va être la dynamique de mon système et puis l'ensemble duquel on ne veut pas sortir. Et puis on va essayer de calculer, donc par exemple dans le cas de mon flotteur, donc le premier ensemble F ici, ça va être la dynamique de mon flotteur et puis l'ensemble donc que j'avais défini tout à l'heure. Et puis là, ce que je vous ai tracé, c'est une inclusion différentielle si on suppose qu'on connaît mal la densité, les vitesses maximum, le volume du piston, etc. C'est-à-dire qu'on va inclure toute l'incertitude qu'on a sur le modèle du flotteur dans une inclusion différentielle. Et donc ce qu'on voit, je vous ai juste tracé l'intérieur d'une navigabilité, c'est qu'il est plus petit. Ce qui est logique, parce que comme on a de l'incertitude, ce qu'on se dit, c'est que finalement, si on franchit cette frontière, il est assez sûr qu'on finisse au fond. Mais bon, comme ça, on inclut les incertitudes du modèle. Et puis, on peut aussi enlever des zones de X. Par exemple, dire c'est assez dangereux de se rapprocher autour de 60 mètres, là. Donc, on va mettre une no-go zone ici, et puis on va enlever des ensembles de X. Et donc, on voit que l'intérieur d'une navigabilité est encore plus petit. Et donc ça, c'est intéressant. Si on a des algorithmes donc en partage d'autorité, soit entre deux algorithmes, c'est-à-dire un algorithme principal qu'on n'a pas testé complètement, c'est-à-dire dans tous les cas, mais on veut être sûr que si jamais il franchit une zone, il y a un deuxième algorithme, par exemple, qui fait une remontée d'urgence. Ou dans du partage d'autorité entre un humain et un algorithme, en disant je laisse au pilote d'une voiture autonome, le pilote d'une voiture faire ce qu'il veut. Par contre, quand il franchit une certaine frontière, le volant peut vibrer, ou éventuellement, je peux reprendre le contrôle de la voiture et puis freiner pour pas qu'il dépasse un stade. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important en robotique, a priori, d'être capable d'avoir une approche un peu graduelle dans cette frontière dure. Alors, en conclusion, donc on a eu des résultats théoriques. On a présenté un nouveau domaine abstrait pour les chemins. On a montré comment, avec ce domaine abstrait, on pouvait définir un certain nombre d'algorithmes pour calculer donc, principalement l'ensemble, le plus grand ensemble invariant inclus dans un ensemble, et puis comment cet ensemble-là, on pouvait l'utiliser pour calculer d'autres problèmes assez classiques en automatique. Et puis on a mis en lien, on a établi des liens entre différents domaines, donc l'analyse par intervalle, donc toute la programmation par contrainte et puis l'interprétation abstraite. On a montré qu'il y avait des passerelles entre finalement ces domaines. D'un point de vue expérimental, donc on a développé depuis une feuille blanche un nouveau type de robot avec un nouveau contrôleur. Donc on a une nouvelle loi de commande qu'on a validée à la fois en piscine et puis en mer. Et puis on a utilisé nos outils théoriques pour garantir le fonctionnement de la loi de commande. Voilà. Pour la petite histoire, les premières fois qu'on est allé en mer, la loi de commande, il y avait un signe moins et en fait elle était instable. Donc c'est quand même utile les outils théoriques. Et puis, donc il y a tous les codes, donc à la fois les codes de calcul pour les mails et puis pour le robot ont été mis en ligne. Et il y a aussi une interface Python qui permet de tester ses propres exemples pour les positionnements invariants. Alors dans ce qui reste à faire, donc c'est colossal, il y a le développement d'un nouveau solver, l'extension du solver pour les systèmes ND. Alors ça a été commencé, mais il y a énormément de travail sur les polytopes, notamment l'idéal ce serait d'avoir une bibliothèque de polytopes sur des ensembles flottants, sur des nombres flottants. On a commencé à réfléchir à comment on pouvait étendre les résultats sur des systèmes hybrides, et puis il y a du couplage entre des approches lagrangiennes et des approches eulériennes qui serait intéressantes à faire. Et d'un point de vue expérimental, l'idéal ce serait d'arriver à faire le fameux tour de Wesson, donc il y a encore un peu de travail, et puis éventuellement utiliser des meutes de robots pour régler le problème de la localisation, c'est-à-dire les déformations de la meute de robots permettraient de nous renseigner en connaissant la carte des courants sur la localisation des robots. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.